Donc, on va quand même en faire d'autres, mais la différence, c'est que aussi, moi, ce que je vais vous raconter, c'est forcément partial parce que, au-delà de ce qui est public, j'ai aussi été le fils d'eux et donc ai vécu avec un père qui bossait à la maison. Et on va tout de suite commencer par une immersion. Si vous le voulez bien, avant de rentrer ensuite dans la conférence proprement dite. Mais je voudrais vous montrer l'extrait d'une vidéo où je suis interviewé sur le piano de mon père. Donc, vous allez avoir une petite idée du décor. Et puis, je vais vous montrer un extrait dans lequel je raconte comment il composait. Et puis ensuite, on va aller dans le détail de sa vie. Et en effet, on va revenir aux origines. Claire, ne vous inquiétez pas, c'est prévu aussi. Hop. Bon, là, vous avez le placard des musiques de film. Ça vous donne une petite idée du volume des partitions. J'en profite. C'est toujours dans le bureau de mon père et c'est toujours comme ça aujourd'hui. L'interview date de l'année dernière, donc ça n'est pas vieux. D'heures d'écriture. On va évoquer ce qui se passait ici quand Paul Misraki composait. Vous avez là le poste de travail de Paul Misraki. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est un piano. Sur ce piano, imaginez ici une partition vide, et puis les crayons, et la gomme. Et c'était ces instruments de musique. Une fois de temps en temps, petit test de 2 notes, et puis ensuite 45 minutes de silence à peu près complet, avec le crayon, la gomme et la partition. Et il pouvait soit être debout et écrire debout, soit rester assis et écrire depuis sa position assise devant le piano, dans un silence total. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'était que toute l'orchestration qui était dans sa tête passait dans le crayon, sur la feuille, avec toutes les lignes orchestrales en même temps. Et c'était donc un travail assez long, assez silencieux, très discret. Et dans ce bureau, on n'entrait pas quand on entendait le silence. Donc la porte qui est en devant du champ là-bas, c'était, si elle était fermée, c'était le signal qu'il ne fallait pas, ni même frapper d'ailleurs, il ne fallait pas déranger. Voilà le souvenir, le lieu où Paul Misraki composait et comment ça se faisait. Alors, on me dit beaucoup que je ressemble à la photo de droite. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je suis beaucoup plus âgé que la photo de droite qui remonte à 1935. Voilà mon père dans différentes époques et avec ces fameuses lunettes que moi j'ai connues enfant. Et on va revenir donc un petit peu sur l'histoire de Paul Misraki. Vous avez fait une énumération tout à l'heure, Claire, qui était déjà remarquable. Moi, je n'en ai pas autant des chansons, en fait, si je reprends tout le catalogue SACEM, mais ça fait quand même beaucoup, 400, avec des titres que vous connaissez tous. On y reviendra tout à l'heure, on va avoir quelques petits extraits. Des interprètes, vous avez cité Édith Piaf, Yves Montand, il y avait Charles Trenet, Henri Salvador, Suzy Delair, Maurice Chevalier, des collaborations amusantes avec Maurice Chevalier. Jean Sablon a fait beaucoup de Misraki, Luis Mariano, Daniel Darieux, les frères Jacques l'ont repris, et puis même un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, etc. Beaucoup, beaucoup d'interprètes, beaucoup de chansons, et vous en avez cité aussi, des réalisateurs prestigieux, français et étrangers aussi. Vous en avez la liste en bleu, en haut. Buñuel, Chabrol, Melville, Orson Welles, Godard, Clouzot, Jacques Becker, Patrice Lecomte, Roger Vadim, Yves Allégret, Henri Decoing, Bernard Borderie, Jean-Claude Brialy, Jean Le Delannoy, etc., avec pêle-mêle, un petit pêle-mêle de titres de films. On sait moins ça, parce qu'on parle moins des musiques de films à l'époque. Aujourd'hui, elles ont pris une place toute nouvelle, dont on parlera tout à l'heure quand on reviendra sur les musiques de films, parce qu'il y a eu une évolution intéressante dans l'histoire de la musique de film au moment où Paul Misraki composait dans les années 50-60. Mais en effet, commençons à l'origine, Paul n'était pas vraiment, et c'est mis en italique, destiné à composer. Nous avons là une famille très ancrée à Salonique, en association avec la famille Fernandez, et la maison de commerce Fernandez et Misraki,
qui s'allie ensuite à la famille Al-Latini, dont vous avez parlé tout à l'heure, en effet, pour créer, entre autres, la Banque de Salonique, mais aussi des compagnies d'assurance, des compagnies de commerce, notamment de commerce de tissus et d'épices. En fait, ça devient une véritable maison de commerce qui est à la porte de l'Orient, idéalement située entre l'Empire ottoman et l'Europe. Et dans cette maison de commerce, les Misraki et les Fernandez étaient élevés dans une tradition d'hommes d'affaires dans lesquels les garçons reprenaient les entreprises familiales qui étaient soit créées, soit rachetées, et les filles épousaient les garçons de l'autre ou des deux autres familles. Et donc, en effet, Claire, vous avez raison, quand je plonge dans l'arbre généalogique, je trouve beaucoup de mariages Misraki-Fernandez, Misraki-Alatini et Fernandez-Alatini qui se répètent en effet. Donc, ce qui fait que dans la famille un petit peu éloignée, on trouve aussi Serge Dassault et donc Marcel Dassault, on trouve Nissim de Camondo, on trouve... enfin, il y a vraiment pas mal de monde dans cette mouvance de la maison de commerce. Mais donc là, on est à la fin du 19e, début 20e. On voit par exemple ici le conseil d'administration de la Banque de Salonique, où on trouve Édouard Al-Latini, Gustave Fernandez, Joseph Misraki, et puis les successeurs, on trouvera du Fernandez, de l'Al-Latini et aussi un Alfred Misraki. On est vraiment dans un monde d'affaires et c'est clair, en fait, c'est vraiment une filiation très très claire. Et voilà que un gamin de 8 ans et demi fait ça, lui, à 8 ans et demi donc. Ça, c'est la partition d'une valse. Et c'est une vraie valse, c'est-à-dire qu'on l'a jouée sur scène au Théâtre des Jazets en 2019. Elle passe très bien. Il l'a composée à 8 ans et demi, sa mère l'a transcrite sur la partition, et on a un vrai sujet. C'est que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Le petit Paul n'est pas censé faire de la musique dans cette famille-là. Et ça s'envenime de façon... J'espère que je n'ai pas sauté une dia. Non, c'est bon. Ça s'envenime de façon assez compliquée parce que ça se confirme. De l'âge de 14 ans à l'âge de 18 ans, il compose sur un cahier d'écolier une opérette complète. Et la chanson la plus connue de cette opérette, c'est Fantastique, Fantastique, qui a été déposée plus tard et qui sert de générique à Ray Ventura pendant toute la durée de la vie de Ray Ventura et ses collégiens. Composée donc au lycée. Et le père ne lâche pas. Et le père impose à son fils un stage dans la compagnie d'assurance pour reprendre la compagnie d'assurance, celle qui s'appellera Generali. Et Paul Misraki le fait chanter par Édith Piaf dans un couplet mémorable que je vous invite à écouter parce que les paroles sont de lui aussi et ça relate ce stage aux assurances. J'inscris des chiffres tristes sur un grand registre blanc. Et dans ce décor triste, il y en a qui sont contents. Mais mon cœur y connaît le martyre. J'ai besoin d'espace aéré. Et le bruit des machines à écrire me tourmente jusqu'à pleurer. Je voudrais être près d'une rivière où le soleil fait des reflètements blancs sur l'herbe verte au bord d'une clairière, tandis qu'au ciel passent des flocons blancs. Ça dit tout ce qu'il a pensé de son épisode Compagnie d'assurance. J'écris des chiffres tristes sur un grand registre blanc. Et il faut vraiment que ça se passe mal à ce stage pour que finalement le père décide de trouver à son fils un stage de vendeur-démonstrateur dans la galerie du Lido, où il y avait un marchand de disques. Et le rôle du pianiste dans cette galerie, c'était de jouer
au piano les disques qui étaient vendus dans la boutique. On était vraiment très tôt dans l'époque du disque, et donc à cette époque-là, on n'avait pas de démonstration possible dans le magasin. Donc c'était le pianiste qui vendait les disques en les jouant. Et c'est de là que commence la possibilité pour Paul de faire un peu plus que simplement aller répéter dans des caves avec ses amis, et notamment au 55 rue de la Pompe, avec ses amis du lycée Janson de Sailly, puisque vous l'avez dit aussi, Claire, c'était bien au lycée Janson de Sailly qu'il s'est retrouvé. Mais comment il s'est retrouvé là-bas? Il s'est retrouvé là-bas, donc, à partir de Salonique. Le père est nommé à Constantinople, vous avez raison, et donc, le père nommé à Constantinople pour ouvrir une filiale de la compagnie d'assurance, et donc, Paul naît à Constantinople. Mais 3 ans plus tard, il faut aller ouvrir une nouvelle filiale à Bucarest, cette fois-ci. Et donc, mon père n'a vécu que 3 ans à Constantinople, et ensuite, la famille s'est installée à Bucarest, où il vit sa petite enfance. En 1912, la famille obtient la nationalité française. Auparavant, ils étaient sous protection papale, mais l'acte de nationalité française date de 1912 et est signé sur un cuirassé français en mer là-bas, là, en mer Noire. Donc 1912, nationalité française pour toute la famille. Et puis, l'enfance se passe normalement jusqu'en 1917, où l'Allemagne force la Roumanie à rentrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, et il faut que les Français partent avant dimanche en emportant toutes leurs affaires, enfin du moins tout ce qu'ils peuvent emporter. Et ce voyage a une énorme importance dans la suite, et donc j'en parle avec une certaine émotion parce que j'ai retracé tout cet itinéraire qui est très compliqué, puisque quand vous partez de Bucarest en 1917 pour rejoindre Paris, l'Europe est entièrement barrée du nord au sud par l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Et à l'époque, il n'y a pas d'avion. Donc, comment faire pour réussir à passer ce barrage complet? Eh bien, en prenant des trains d'abord. D'abord vers l'est, de Bucarest vers Odessa, puis ensuite la traversée complète de la Russie du sud au nord, d'Odessa jusqu'à Saint-Pétersbourg. On est en 1917. Russie, 1917. Les conditions du voyage ont été rocambolesques, avec une arrestation et le père mis en garde à vue pendant 24 heures pour soupçon de terrorisme. Ensuite, il réembarque dans un autre train pour remonter de Saint-Pétersbourg à la frontière finlandaise. De là, un train qui les amène à la frontière suédoise. À la frontière suédoise, il faut traverser un fleuve qui est gelé, évidemment, et donc ça se fait en traîneau pour rejoindre la gare du train suédois de l'autre côté de la frontière. Le traîneau se perd dans la tempête de neige et mon père pense avoir définitivement perdu son père. Ils se retrouvent finalement, prennent le train pour Stockholm. De Stockholm, ils rejoignent Oslo, Oslo, Bergen. De Bergen, le bateau pour Londres. De Londres, l'arrivée à Paris à travers le Havre et la gare Saint-Lazare. Et ensuite, à Paris, finalement, le contact prévu n'est pas là. Et donc, on rejoint de Paris via Marseille la famille à Rome. On est en 1917-18. Vous vous rendez compte de ce que ça représente pour un gamin qui a 9 ans? C'est extrêmement puissant. Et ensuite, remonter à Marseille. Et enfin, la rentrée scolaire à Paris, à Janson de Sailly, pour la rentrée scolaire de 1918. On a là un déracinement profond qui vient compléter un déracinement familial. Puisqu'on avait vu il y a 2 minutes que Paul Misraki n'était pas du tout prévu pour faire de la musique et que finalement, il en fera. Là, avant ça, il y a eu le déracinement géographique. J'ai un père qui a eu le besoin de se reconstruire des racines. Et c'est particulièrement puissant quand on regarde le plan de Paris et le plan de la Baule, puisque ces racines se sont construites là où il est arrivé à Paris, dans le 16e, et il n'en a plus bougé. Et quand ils ont été dans leurs premières vacances françaises au début des années 20 à La Baule, ils y sont allés avenue Pasteur à La Baule, au centre de la carte. Eh bien, mon père a racheté ensuite un appartement dans la même avenue. Après un court séjour
pendant les années où il n'avait pas d'appartement, dans un hôtel qui se trouve dans la rue d'à côté. Donc, recherche de reconstruction de racines et interrogation profonde qui est le titre de cette conférence, un itinéraire spirituel qui vient aussi de cette question « Pourquoi moi ?» Je ne suis pas comme le reste de la famille, j'ai de la musique qui m'arrive, je ne peux pas le contrôler et je ne sais pas pourquoi moi, je suis différent donc de tout le reste de ma famille, j'ai besoin de me comprendre. Donc je me crée des racines et je vais chercher à me comprendre. Et c'est ce qu'on va voir en parallèle de l'itinéraire artistique. Cet itinéraire spirituel l'amène en 1938, après des tas de recherches complexes qui l'ont amené à beaucoup lire et aussi à faire tourner les tables, parmi pas mal d'autres expériences paranormales. Il devient convaincu de ce que la réponse à ces questions fondamentales n'est pas dans la religion familiale, mais dans la religion catholique. Et donc, en 1938, il se convertit à la religion catholique en ayant fait cet itinéraire perso, en ayant creusé la question, en ayant cherché à comprendre pourquoi il n'était pas comme sa famille. C'est tellement profond et c'est tellement important que ça va générer 14 livres qui sont toujours disponibles aujourd'hui, non pas chez les éditeurs, mais sur les plateformes où les gens revendent leurs livres. On peut trouver les différents écrits de mon père. Les 14 livres ont un point commun, c'est que tous sont reliés à cette recherche de compréhension et ensuite à cette recherche de tester la religion catholique, ce qui explique par exemple que l'un des livres est consacré entièrement aux extraterrestres, parce que dans l'esprit de mon père dans les années 70, si Dieu a fait l'homme à son image, qu'en est-il à ce moment-là des habitants d'autres planètes ? Donc, je recherche s'il y a des habitants d'autres planètes pour tester ma croyance dans la foi catholique ou pour tester la religion catholique. Et vous avez plein de choses qui sont écrites dans ces livres qui racontent ces différentes façons qu'il a eues de tester sa croyance, de confirmer sa croyance. Et là, vous en avez quelques exemples avec Plaidoyer pour l'extraordinaire, qui est un résumé de toutes ces expériences paranormales, Les chemins de l'être, qui est un formidable dialogue avec Vercors. Et là, c'est plutôt la religion contre l'athéisme, mais avec un respect immense, et c'est très intéressant à lire. Mort d'un PDG, qui romance l'arrivée d'un PDG au paradis, avec tous les paradoxes que ça représente. Enfin bon. Donc, on a quelqu'un qui a passé son existence à essayer de se rassurer sur ce qu'il était, pourquoi sa différence, et de nommer, caractériser sa différence. C'est ce qui explique pourquoi je m'appelle Christophe, parce que c'est quand même un prénom assez marqué. Et ce qui explique que moi, j'ai été éduqué dans une éducation catholique fortement marquée par la rupture avec la religion juive, et dans laquelle il a fallu, à partir d'un certain âge, que je m'autorise, moi, à commencer à faire des recherches. Et c'est pour ça, Claire, que je suis ravi de vos suggestions de poser un témoignage ou de chercher plus loin, parce que c'était complètement interdit. Nous n'avions pas accès à ce type de truc, et tout ce que je vous présente là, ça résulte de recherches faites post son décès, parce que j'ai la chance d'être, parmi les 3 enfants, celui qui peut-être avait le plus de possibilités de me libérer de ce carcan, et donc de faire des recherches, et aussi donc de défendre et de promouvoir son itinéraire et son œuvre. Mais ça n'est pas simple pour ma sœur, par exemple. Voilà pour la partie itinéraire qui est chargée, qui est forte, et qui pose toujours encore aujourd'hui des questions qu'on n'a pas forcément toutes résolues, et que j'approfondirai volontiers. On revient chez le marchand de disques. On revient à Janson de Sailly. À Janson de Sailly, Paul rencontre Raymond. Et Raymond, c'est Raymond Ventura. Et Raymond, lui, il a le sens du musical et il a envie de créer un groupe. Et il crée un groupe qui s'appellera d'abord Ray and His Collegians, parce que c'était la mode, déjà à l'époque, de prendre des noms anglo-saxons. Et puis ensuite, c'est devenu Ray Ventura et ses collégiens. En 1931, pour la première fois, le groupe se produit
à Paris. C'est le lancement, grâce à la libération d'une soirée, un vendredi 13, à la salle Gaveau, par un artiste qui était un petit peu... comment ça s'appelle quand on croit à la chance, là, vendredi 13, aidez-moi. Superstitieux. Merci, superstitieux. Et donc, ils ont profité de ce vendredi 13 libéré pour faire la première représentation de Réventura et ses collégiens. Avec Réventura et ses collégiens, c'est toute une période gigantesque qui commence donc avec cette salle Gaveau en 31, qui se termine quand le groupe Réventura et ses collégiens finit par se séparer en 1954. Donc, ça fait 23 ans de Réventura sur scène et dans les émissions de télévision. Au cours de cette période, pêle-mêle, je vais vous passer quelques introductions de chansons, vous allez forcément les reconnaître tout de suite. Si on était en direct, en live, je solliciterais l'ensemble des participants pour tout de suite trouver le nom de la chanson, mais là, on ne va pas le faire parce qu'on est en visio, mais je vous fais passer les intros. J'ai une petite intention aussi dans le fait de passer les intros, on y reviendra plus tard. Allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Au bout du fil, je vous appelle. Que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, Madame la Marquise. Une chanson tout à fait adaptée à notre époque, soit dit en passant. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, bien sûr, vous l'avez tous reconnu. La scarlatine. Ça vaut mieux que d'attraper le Covid, me dit-on souvent en ce moment. Alors ça, c'était Insensiblement. Je m'arrête 2 secondes parce que c'est sa chanson préférée. Si vous demandiez à mon père quelle était sa chanson préférée, il vous répondait Insensiblement, sans aucune hésitation. Composée en 1941, en pleine occupation, et donc interdite, puisque de toute façon, il n'avait plus le droit de travailler, et donc déposée beaucoup plus tard, mais pour lui, c'est un moment extrêmement puissant et une mélodie vraiment très très forte dans son histoire à lui. Bon, on remet un peu de gaieté. Tiens, tiens, tiens. 1938. Hop. Maria de Bahia, avec des rythmes brésiliens effrénés.
chemise de l'archiduchesse. Et encore une. Venez donc chez moi, une place un peu particulière aussi dans l'histoire de Paul Misraki. Elle a été créée par Lucienne Boyer avant d'être reprise par les collégiens. Mais c'est aujourd'hui la chanson dont on dispose du plus grand nombre de versions de par le monde. Elle a vraiment été reprise absolument partout, avec une particularité, c'est que chez moi, c'est une expression purement française, ça ne se traduit pas, et en particulier en anglais. Et donc, toutes les chansons partout, dans toutes les langues, s'appellent chez moi, ou chez moi, etc. Donc, la chanson la plus diffusée dans le monde entier de mon père, c'est chez moi, et c'est pas qu'est-ce qu'on attend, ni tout va très bien. Il faut qu'on cite des amis absolument indispensables auxquels il faut qu'on rende un petit hommage rapide. André Hornez d'abord. Sur les 400 chansons que j'ai répertoriées, 130 ont des paroles d'André Hornez. Le deuxième parolier, c'est Paul Misraki lui-même, et après il y en a pas mal d'autres, Jean Féline notamment. Mais André Hornez, c'est une complicité qui naît en 1936 à l'occasion de l'opérette Normandie, et c'est une complicité totale. Il suffisait que l'un des deux contacte l'autre avec une idée de départ en tête, et l'autre adaptait instantanément ce qu'il savait faire sur ce qu'avait fait l'autre. Donc ça pouvait être aussi bien qu'est-ce que tu penses de ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, et là-dessus mon père pouvait y passer la nuit et revenir le lendemain avec ta 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 ta, etc. Ou ça pouvait être mon père qui démarrait une mélodie et à partir de là André trouvait un thème et une phrase et enchaînait des paroles qui revenaient vers mon père qui lui-même composait la musique sur les paroles d'Hornez. C'est un truc qu'on ne sait pas trop, mais la plupart des collaborations entre André et Paul, c'est d'abord la musique, puis les paroles posées sur la musique. Et pas l'inverse comme on intuite souvent. André avait une certaine subtilité dans les paroles, et à part Albert Wilmetz, je ne vois pas beaucoup de paroliers français du XXe siècle qui rivalisent avec lui. Et en particulier, il peut être d'une grande finesse dans des sujets parfois même un petit peu frivoles, on va appeler ça comme ça. Voilà un extrait de l'opérette Normandie, où il n'y a pas que ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Il y a aussi donc ce petit extrait-là que mon père chante sur cet enregistrement. Donc vous allez entendre la voix de mon père chantant une chanson dont les paroles sont de Hornez. Je vous montre un extrait avec, écoutez bien les paroles, vous devriez normalement sourire en coin. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais tout comprendre en amour. Quand je songe qu'à mon âge, j'ignore tout du badinage, je me sens le cœur bien lourd. Je voudrais qu'on me mette à la page, j'ai besoin de beaucoup de précision. J'ai eu tort d'être aussi sage car je manque d'apprentissage et de préparation. Heureusement, je me rends compte que j'ai beaucoup de retard, mais je n'ai pas de fausse honte. Et même si cela me trouble, je mettrai les bouchées doubles. Je voudrais en savoir davantage, discerner le comment, le pourquoi. Et pour que je m'en pénètre ainsi qu'il se doit, je veux tout connaître sur le bout du doigt. Il est temps que sans détour, je m'exerce à mon tour. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais apprendre l'amour. C'est merveilleux parce que vous pouvez faire entendre cette chanson à des enfants, ils ne comprendront pas du tout les allusions. Mais il y en a tout au long. Formidable collaboration, ami jusqu'à la mort d'André Hornez. Moi, je suis l'ami de la filleule d'André Hornez avec laquelle on échange énormément sur justement tout ce travail qu'on fait. Donc la continuité est assurée. Charles Trenet, vous ne savez peut-être pas, mais Charles Trenet, c'est le jeune chanteur qui ne sait pas écrire les notes. En 1936, quand vous voulez entrer à la SACEM et déposer vos chansons, vous devez apprendre à écrire la musique. Mais lui, il ne sait pas le faire. Donc, il cherche un compositeur qui sache lui écrire ses musiques et qui sache aussi l'aider à les finir un peu mieux.
Et donc, il y a une collaboration de 36 à 38 entre mon père et Trenet, qui débouche sur des très très belles histoires, avec notamment aussi Johnny Hess, qui était déjà là dans l'affaire. Et on retrouve par exemple en 1964 une lettre où mon père cède tous ses droits à Johnny Hess dans la difficulté financière à ce moment-là, sur cette chanson-ci, dont vous ne savez sans doute pas qu'elle est de Paul Misraki, et qui est probablement pour moi l'un de ses chefs-d'œuvre. Sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard. Vous qui passez sans me voir. Henri Salvador. 1941, Henri Salvador rejoint les collégiens et embarque avec eux dans des conditions totalement ubuesques sur le bateau qui va les emmener au Brésil et en Argentine. Le petit jeune de la troupe, qui avec un talent incroyable leur sauve la mise à Rio de Janeiro lors de la première représentation où Ray Ventura est malade comme un chien et donc cloué au lit, et c'est Paul qui prend la direction de l'équipe, et ça ne se passe pas très bien, et c'est Salvador qui fait le sketch de Popeye. Salvador, que moi j'ai rencontré ensuite dans ma jeunesse, un type de dingue, et ce qui est extraordinaire avec Henri Salvador, c'est son rire, c'est pour ça qu'on a choisi cette photo-là, mais c'est aussi le fait de savoir chanter des chansons merveilleuses que mon père a composées, et j'ai pris celle-là parce que, encore une fois, et cette fois-ci c'est des paroles de mon père, vous allez voir qu'on mélange les genres. Là, c'est une chanson d'amour, mais je vous invite à écouter ce qui se passe avec la répartition de ce qu'on va manger. Dans le petit souper aux chandelles, que Henri Salvador aimait appeler le petit gueuleton aux loupiottes. Il y avait eu du monde la veille, et il restait un peu de Porto. On a fini toute la bouteille, et les sandwichs, et les gâteaux. Du poulet froid, il n'y avait plus qu'une aile. C'est fait pour elle, ça va de soi. Mais le restant de la mortadelle, tant pis pour elle, ça fait pour moi. Toujours cette capacité à faire de l'humour, même dans des contextes qui n'ont rien à voir. Une autre rencontre qu'on pourrait évoquer, c'est celle avec Jean-Claude Brialy. On est dans les années 70 et ça donne l'occasion à mon père de refaire un tube, ce qui n'était pas du tout dans son programme parce qu'il était complètement compositeur de musique de film. Et l'idée qu'un tube puisse à ce point avoir du succès, c'est en 1972, c'est grâce à Jean-Claude Brialy et c'est bien sûr Nicoletta dont vous allez reconnaître la voix. Parole de Remo Forlani sur le film Les volets clos. Voilà, et des amitiés, j'aurais pu en mettre des pages. Il avait une particularité, mon père, c'était de ne pas être désagréable, et même il était considéré comme étant un gentil, avec tout ce que ça a de positif et aussi ce que ça a parfois d'un petit peu sous-entendu. Mais du coup, des rencontres incroyables. Jean-Claude Brialy, c'était vraiment quelqu'un de très élégant dans mes rencontres dans l'appartement que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo. J'ai des souvenirs assez marquants. On va parler d'Argentine, parce que vous aviez tout à fait raison, Claire, c'est une période hyper importante. Il y a eu beaucoup de films, et c'était important pour lui parce qu'il était venu au cinéma donc dans les années 30, mais dans la musique de film au cinéma dans les années 30, c'est essentiellement de la musique qui est jouée devant le film dans la salle, et qui n'est pas du tout ce qu'on connaît ensuite. Et puis là-bas, donc en Argentine, le tout jeune compositeur qui n'a pas encore une grande expérience du cinéma, même s'il a déjà fait du deux coins notamment, se voit donner sa chance par
les plus grands, Louis Saslavski, et des films avec Libertad Lamarque, qui est une très très grande actrice argentine. Au total, 7 films pendant cette période-là, et ça continuera après, avec les 3 films qui sont en bas du slide et qui continuent, qui ont été faits bien après la guerre. Il a continué d'être contacté par l'Argentine. C'est une période très importante dans laquelle aussi il a fait l'un des spectacles musicaux, et là vous l'avez mentionné tout à l'heure, Claire, Si Eva se hubiese vestido, dans le spectacle qui se joue toujours. Cette comédie musicale, on va appeler ça comme ça, a été composée donc en 1943 et elle se joue encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui on va dire qu'on élimine le Covid, en Argentine, avec en particulier ce standard de la musique sud-américaine dont tout le monde pense qu'elle est sud-américaine alors qu'elle est composée par mon père. La mujer que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, como leño que no sabe arder. En Argentine, Una Mujer, c'est aussi connu de toutes les générations que Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ici en France. Donc une période très très importante qui ensuite débouche, vous l'avez très bien dit Claire, sur un retour tragique en France après Hollywood, un passage rapide par un film, une musique de film, ou plutôt la musique d'une adaptation hollywoodienne d'un film français de Henri Decoing. Et puis ensuite, donc arrivé en France, découverte du fait qu'en effet, sa mère, le frère de celle-ci et la sœur de celle-ci ont tous les 3 été déportés à Auschwitz et ont probablement trouvé la mort en arrivant, compte tenu de leur âge, puisqu'on n'a aucune trace ensuite de leur séjour à Auschwitz. J'ai cherché. Et donc, retour compliqué, plus rien. Ces affaires avaient été évidemment confisquées, donc il ne retrouve aucune partition, il ne retrouve absolument rien d'autre que son piano de 1932, celui que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, qui a été préservé par un copain à lui qui a pressé et qui a mis son piano chez lui. Et donc, mon père a retrouvé son piano de 1932 en rentrant. C'est le seul côté positif de son retour. Et son retour marque le vrai début de sa carrière de compositeur pour le cinéma en France, après donc les différentes expériences des années 30. Et pour terminer ce chapitre chanson, en faisant une transition merveilleuse avec le cinéma, on va en profiter pour se rappeler quelques-unes de ces chansons de films, en commençant bien sûr par Tout Seigneur, tout honneur, Eddie Constantine dans Et Dieu créa la femme, avec le fameux Dis-moi quelque chose de gentil, chérie. Dis-moi quelque chose de gentil. Je vous disais que j'allais revenir sur les intros. C'est très intéressant parce que la trace que je découvre maintenant, parce que j'ai le droit, ou du moins je me suis autorisé à le faire, en parlant auprès de musiciens lors de l'année 2018 et 2019, donc de tous les hommages qu'on a fait, que j'ai un petit peu orchestré, on va dire, autour des musiques de mon père, les différents spectacles, les autres conférences, l'exposition et différentes insertions de chansons dans des concerts, je découvre que tous les musiciens me disent tous la même chose. Ils me disent « c'était le roi de la mélodie ». Ce qu'on reconnaît chez Misraki, c'est que la mélodie est incroyablement sophistiquée, complexe, même sur les chansons les plus bêtes. Et paraît-il, j'imagine que certains d'entre vous sont musiciens et pourraient me le confirmer, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux est particulièrement vicieux si on le joue vraiment bien, comme le compositeur l'a indiqué, parce qu'on change des demi-tons à peu près à chaque paragraphe. Donc, j'ai mis les intros parce que les intros, c'est vraiment ce qui, à chaque fois,
caractérise les chansons de mon père, l'intro est extrêmement orchestrale, très orchestrée, avec toujours du violon, des choses extrêmement complexes qui amènent ensuite la parole, là, comme par exemple, dis-moi quelque chose de gentil. J'arrête dès que c'est prêt. Oui, mais alors je suis obligé de faire le pain avant, je rêve. Là, par exemple, vous allez voir une intro complètement différente pour ce magnifique chef-d'œuvre du film Sans famille, chanté ici par Blossom Dearie. Et là, moi, c'est ma chanson préférée. Sur la lande, au bord de l'étang, où la brume est bleue, seul je flambe et l'ombre s'étend dans le soir frileux. L'étang. Grosse émotion, là. Elle est ressortie très récemment sur un disque de Mélanie Dahan avec un arrangement de Jérémy Ababou qui est juste absolument sublime. Lynn Renaud s'est lancée avec pour première chanson dans toute son existence Je suis là, près de toi, et ma main a pris la tienne. Tes joies sont les miennes, et le monde est à moi. Tant que tu m'aimeras. Yves Montand, il fallait forcément qu'on ait une chanson d'Yves Montand dans le film Les Orgueilleux avec des musiques très marquées, ambiance tropicale. Il fait chaud, n'est-ce pas, Yves? Il fait chaud sur la terrasse et sur la petite place où murmure un filet d'eau. Pas de brise qui caresse, mais un fardeau de paresse qui vous couche sur le dos. Il fait chaud, hein. La tête à l'ombre. On va terminer avec un autre succès qui est dans le film Atolka, dans lequel il y a Laurel et Hardy. Tu ne peux pas figurer comme je t'aime. C'est si bon d'être câliné. Pour la petite histoire, c'est une chanson qui a été refusée par Edith Piaf, qui l'a trouvée trop gnangnan. Mais c'est pas grave. Elle a vécu une belle vie avec Suzy Delair et ensuite Jacqueline François et plein d'autres derrière. Voilà, donc la transition entre la chanson et le cinéma est toute trouvée. Et c'est une histoire assez incroyable au cinéma parce que vous avez le seul compositeur que la Nouvelle Vague a adopté alors qu'il était marqué classique. Parce que quand on est le compositeur attitré de Jean Delannoy, qui est l'icône du classicisme honni par la Nouvelle Vague, vous ne pouvez pas être adoubé par la Nouvelle Vague comme l'a été mon père. Donc, on a travaillé là-dessus parce que c'était un vrai sujet. Heureusement, il y avait des réalisateurs encore vivants qui nous ont permis de mieux comprendre un peu ce qui s'est passé. Bon, on va commencer quand même par le truc que tout le monde connaît. Ça commence, n'inquiétez pas. Faudrait te parler.
Ne bouge pas. Je comprends pas qu'elle t'aime. Merci le Brésil. Scène mythique, 1955. La sensualité des plans est incroyable pour 1955. C'est un film qui a fait date pour ça, entre autres. Le cinéma et la musique, c'est une histoire au début qui n'était pas simple, puisque Stravinsky appelait la musique de film du pain. Et c'était Stravinsky, donc quelqu'un qui avait une certaine autorité, une certaine audience. Et puis, alors le papier peint, j'en ai une illustration, mais je vois que l'heure avance, donc on va passer. C'est une scène du film de Clouzot, Manon, où la musique s'attache vraiment à bien décrire absolument toutes les actions. Et ce qui va se passer dans les années 50, c'est qu'avec Paul Misraki, beaucoup d'innovations vont arriver, et il se trouve qu'il en est au cœur à chaque fois. Là, vous avez un truc de fou. C'est le film avec Orson Welles, Monsieur Arcadin, Dossier secret. Orson Welles a contacté Paul Misraki en lui demandant de composer de la musique sans voir ni le scénario ni aucune image. Et c'est donc une correspondance de plusieurs dizaines de courriers où Orson Welles donne ses instructions à mon père, qui compose ses musiques et qui les lui envoie sur des bandes magnétiques. Et ensuite, nous avons le compte-rendu d'Orson Welles qui s'en veut d'avoir recommandé de mettre une concertina que vous avez là par un dessin d'Orson Welles lui-même et qui propose de la remplacer par un accordéon, ou plutôt l'inverse, je crois. C'était plutôt, il se reproche d'avoir recommandé un accordéon et il recommande une concertina, c'est pour ça qu'il la dessine, pour être sûr que mon père comprenne. Là, on voit bien l'humour d'Orson avec mémo numéro 999,5, histoire de dire qu'il y avait beaucoup de lettres. « Please don't be alarmed ». Ça n'est pas encore beaucoup de travail, ne vous inquiétez pas. Innovation, donc, première fois qu'on fait de la musique sans voir d'image et que le réalisateur se charge de la mettre lui-même comme il veut en tant que partie complète du film. Une autre innovation, et c'est ce qui apparaît ici, c'est ce qu'on lui a demandé pour Chien perdu sans collier. Innovation qui pourtant a lieu avec Jean Delannoy, à qui l'on reproche d'avoir été classique. L'industrie cinématographique se met à se dire, mais c'est pas possible, quand les spectateurs sortent du film, ils n'ont vu que le film et ils n'ont absolument pas retenu la musique. Qu'est-ce que ça donnerait si on imposait au film d'avoir un thème et que ce thème se répète dans tout le film? C'est de cette époque, de 55, que date le thème de film qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes capable de chanter la guerre des États avec beaucoup d'aisance et qu'elle est vendue dans les bacs. Ça commence là, quand on fait faire à mon père une seule mélodie qui est répétée tout au long, cette merveilleuse petite musette de Chien perdu sans collier. Il n'y avait pas que le fait de faire retenir la musique par les spectateurs, il y a aussi le fait que c'est très rentable en fait pour les éditeurs, parce que vous avez pour le film un orchestre qui fait la musique pour une seule mélodie, avec quelques arrangements derrière, ça fait 3 jours au lieu de faire des mois ou des semaines. C'est donc beaucoup moins cher à faire, c'est retenu et ça se vend. C'est quand même génial le thème de film. Années 50, donc, apparition de la musique, du thème de film. Et là, et c'est un point très important, Paul Misraki s'y adapte. Et beaucoup de compositeurs n'y arriveront pas, et c'est de là que date la rupture de certains compositeurs avec le cinéma, alors que lui arrive à s'adapter. Et c'est ce qui attire la nouvelle vague dans le fait de voir que Paul Misraki, lui, sait s'adapter
et c'est faire comme on lui demande, des choses qui viennent de partout, et aussi des choses qui satisfont l'industrie du cinéma. Luis Mariano a fait l'une des nombreuses versions de Chien perdu sans collier, cette chanson qui a été reprise une cinquantaine de fois par des artistes différents. Alors, thème de film, on peut reprendre la souffrance terrible de la composition pour Jacques Becker dans Montparnasse 19, dans lequel le thème, c'est ça. Ça va, vous avez tout le film, là. 4 notes. Et ben, c'est tout le film, avec des tas d'orchestrations différentes, mais tout le film reprend ces 4 notes. Ça permet aussi de composer des génériques dont tout le monde se souvient ensuite, comme celui des Trois Mousquetaires. On s'en rappelle, en fait, finalement, même si on ne l'a pas chanté beaucoup, mais c'est un de ces génériques qui marque, qui reste après. C'est horrible parce qu'on va s'en rappeler toute la soirée maintenant. Je m'en veux. Et donc, je vous le disais, la nouvelle vague, Vadim donc d'abord, puis Chabrol, Melville, Godard, tous se tournent vers Misraki et ça nous donne des musiques absolument magnifiques. Et alors, en termes de musique de film, je n'ai pas pu résister à vous passer la scène finale d'Alphaville, grand orchestre. Vous allez voir, c'est très progressif et la musique vraiment est très, très, très belle. Les habitants d'Alphaville ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ceux qui n'étaient pas morts ni asphyxiés par l'absence de lumière circulaient à une vitesse folle comme des fourmis. Il était 23h15, heure océanique, quand Natacha et moi sortîmes d'Alphaville par les boulevards périphériques. En roulant toute la nuit dans l'espace intersidéral, nous serons demain dans notre pays. Ne vous retournez pas. Vous croyez qu'ils sont tous morts? Non, pas encore. Ils vont peut-être guérir, d'ailleurs. Alphaville deviendra une cité heureuse comme Florence, comme Angoulême City, comme Tokyorama. J'ai dormi longtemps. Non, l'espace d'un instant. Mais où on est? Dans les pays extérieurs? Non, pas encore. Vous me regardez d'une drôle de façon. Oui. J'ai le pressentiment que vous attendez que je vous dise quelque chose. Oui. Je ne sais pas quoi dire. C'est des mots que je ne connais pas. On ne les a pas appris. Aidez-moi. Impossible, princesse. Il faut y arriver toute seule. Alors vous serez sauvée. Si vous n'y arrivez pas, vous êtes perdus comme les morts d'Alphaville. Je vous aime.
Mon père avait coutume de dire que Réventura lui avait permis d'acquérir la célébrité, mais que le cinéma lui avait permis de réaliser son rêve, c'est-à-dire de faire de la grande musique de grand orchestre, comme celle-ci par exemple. Voilà, on a fait le tour de ce soir en ce qui concerne à la fois l'itinéraire spirituel et l'itinéraire musical de mon père. Comme on a fait des choses ces 2 dernières années, vous pouvez trouver encore des choses dans le commerce qui vous permettraient de reconnecter avec lui, avec le CD Les Trésors qui a été édité par les éditions Larghetto et qui reprend les musiques de films les plus connues. Un très mignon livre CD pour les enfants, chanté par des enfants, mais aussi avec Xavier Thibault, Oldelaf et Yves Duteil, raconté par Alex Vizorek. Tout va très bien, Madame la Marquise. Et puis, surtout, si vous ne l'avez pas vu, ce qui est très probable, guettez sur scène le retour de Normandie, parce que la tournée a été un succès absolument phénoménal, à la fois en 2019 et en 2020, et donc ça va continuer. Et c'est un succès, c'est un triomphe, en fait. Toutes les critiques l'adorent, mais alors le public est debout à la fin. Il y a des interactions multiples avec le public. Donc, pour le moment, avec beaucoup de prudence, on annonce un décembre 2021. On s'accroche à l'idée que ça pourrait être avant, mais en tout cas, elle est prévue, elle est au programme. Donc, guettez Normandie, vous passerez un moment vraiment excellent avec les paroles d'André Hornez. Et vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur le site internet paulmisraki.fr. Sur YouTube, il y a une chaîne Paul Misraki. Sur Wikipédia, c'est moi qui écris la page. Il faut que j'aille vérifier d'ailleurs que personne n'a mis des bêtises. Et Tout va très bien promotion, c'est la petite boîte familiale qui gère les chansons qu'on a récupérées parce que certains éditeurs les avaient perdues. Voilà, c'est à vous, j'ai terminé pour ma part.